OK. Donc, comme d'habitude, on va passer à travers le PowerPoint. Puis si vous avez des questions après, je reste disponible pour discuter avec vous. Donc, aujourd'hui, on va voir la traduction. Donc, en fait, vous avez sûrement déjà une idée, c'est quoi la traduction de manière générale. Donc, c'est la conversion de la séquence en nucléotide d'un gène en acide aminé d'une protéine. Donc, notre but, c'est de fabriquer une protéine. Donc, pour qu'on puisse traduire, on a besoin de plusieurs éléments, dont l'ARN messager qui contient l'information génétique, les ARN de transfert qui agissent comme intermédiaires entre le codon et l'acide aminé correspondant, et le ribosome, qui est la grosse machinerie qui catalyse la synthèse de la protéine, donc qui est capable d'attacher ensemble les acides aminés qui sont amenés par l'ARN de transfert. Donc, les ARN messagers. Donc, les ARN messagers eucaryotes sont assez différents des ARN messagers prokaryotes. Donc, premièrement, on a des ARN messagers prokaryotes qui sont polycistroniques, donc qui contiennent plusieurs cistrons, donc plusieurs régions codantes qui peuvent donc produire potentiellement plusieurs protéines à partir du même ARN messager. Donc, on va avoir plusieurs points de départ, indiqués ici par les flèches rouges, pour la traduction chez les prokaryotes. Par contre, chez les eucaryotes, on a en général un seul cadre de lecture ouvert, donc indiqué ici par la boîte bleue. Donc, le ORF, c'est Open Reading Frame, donc qui va produire une seule protéine. De chaque côté, on a des séquences non traduites, donc les UTR, Untranslated Region. Et en fait, c'est seulement les nucléotides qui vont séparer l'extrémité de la molécule du point de départ de la traduction. Et après le point d'arrêt de la traduction, le reste de la molécule ici, c'est la partie 3' non traduite. Donc, le ORF, il commence avec un AUG et il finit avec un codon stop. Donc, dans le cadre de lecture d'une protéine, en fait, si on regarde seulement la séquence en acide nucléique et si on traduit manuellement ou de façon informatique, il y a en fait 3 cadres de lecture possibles parce qu'il y a trois possibilités donc, de lecture. Donc, soit on commence ici avec le premier nucléotide, donc le CUC, dans le cadre numéro 1. Donc, on commencerait à partir du premier nucléotide et ça par rapport au triplet. Donc, on va nécessairement commencer au premier, mais on sera quand même au cadre numéro 1 si on considère les triplets. Donc, on commence au nucléotide qui est en position 1 ici, ou on peut être dans le deuxième cadre de lecture. Donc, on aurait une autre série d'acides aminés dans ce cas-là. Donc, on aurait un SERLPFF. Sinon, il y a le troisième cadre de lecture où on considère les triplets qui commencent à la position 3, donc avec le deuxième C de la séquence que vous voyez. Donc, on considère les triplets qui commencent à la position 3 de chaque triplet. Donc, on a LKDFP dans le contexte de cette séquence. Mais ce ARN messager que vous voyez à l'écran ne va pas donner toutes ces protéines. Théoriquement, elle va donner une seule qui devrait correspondre au plus long cadre de lecture ouverte. Donc, oui, voilà. Donc, ce qu'on définit, la façon qu'on définit le plus long cadre de lecture ouvert, c'est à partir de la première méthionine qu'on trouve, donc qui est le soulignage en rouge est un peu décalé, mais on a un AUG
Je ne le trouve pas en ce moment-là, mais oui, ici, AUG, donc ici, le soulignage est vraiment décalé. Donc, ça commence à partir de la première méthionine jusqu'à qu'on trouve le premier codon stop. Donc, dans le cadre de lecture ouverte, dans cet ARN messager, on commence à la position où il y a le AUG et qui donne la méthionine, donc, est suivi des acides aminés suivants jusqu'au codon stop. Donc, les 3 cadres de lecture qu'on a vus tantôt sont tous possibles, mais c'est des séquences qui sont théoriquement possibles dans le cadre de cet ARN. On ne les trouve pas parce qu'en fait, c'est vraiment le cadre de lecture ouverte qui va être traduit. Et dans le cas de cette protéine, on n'en trouve pas d'autres cadres de séquences ouvertes parce qu'il n'y a aucune autre séquence possible qui commence avec une méthionine et qui finit à un codon stop. Donc, c'est possible d'avoir d'autres méthionines dans la séquence, mais souvent, ils ne rencontrent jamais de codon stop où il n'y a pas d'autres codons stop. Donc, c'est la seule protéine qui peut être faite, c'est celle qui commence de AUG et qui finit avec un codon stop. Oui, les autres méthionines sont, en fait, la façon, on va le voir tantôt, mais je réponds à la question dans le chat. Les autres méthionines vont être ignorées dans le sens qu'ils ne vont pas contribuer à une nouvelle protéine. Parce qu'il faut imaginer que quand l'ARN messager il va être défilé à travers le ribosome, il va en premier détecter l'AUG, mais il va détecter le premier AUG qu'il rencontre comme le codon initiateur. Donc, lorsqu'il y aura une autre méthionine, un autre AUG, il va insérer une méthionine, mais ça va pas. Il va insérer une méthionine à la séquence des acides aminés, mais ça va pas créer une nouvelle protéine. Donc, chez les prokaryotes, c'est possible d'avoir plusieurs cadres de lecture qui se succèdent et même parfois qui se chevauchent. Et ici, en fait, le codon stop est marqué avec un astérisque. Donc, ça représente les codons stop qui sont UGA, UAA, UAG. Ah. Ouais, voilà. Donc, le deuxième élément, c'est les ARN de transfert qui servent d'adaptateurs entre l'ARN messager et les acides aminés. Donc, chaque ARN de transfert possède un anticodon, donc qui va vouloir s'associer à un codon et l'ARN de transfert va aussi être associé à un acide aminé. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance entre l'anticodon et l'acide aminé auquel l'ARN de transfert est associé pour que le bon acide aminé soit amené par l'ARN de transfert pour que le code qui est contenu dans l'ARN messager soit correctement traduit. Donc, l'ARN de transfert, il forme une espèce de structure en feuille de trèfle parce qu'il y a 4 tiges boucles qui se forment. Donc, et chacune de ces tiges boucles vont se replier pour former la structure tertiaire finale de l'ARN de transfert. Donc, en haut ici, on a l'acide aminé qui vient s'associer à l'extrémité 3'
et qui va être lié de façon covalente. Et en bas, on a les 3 nucléotides de la boucle d'anticodon, donc la dernière boucle qui présente les 3 nucléotides qui vont pouvoir s'hybrider à l'ARN messager. Donc, il faut que l'acide aminé et l'anticodon correspondent au bon code pour que la traduction soit correcte. Et le dernier participant à tout ça, c'est le ribosome. Donc, le ribosome, c'est une grosse structure qui est formée d'ARN, mais qui est associée à plusieurs petites protéines, autant chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Et ça forme une espèce de grosse boule qui vient prendre l'ARN messager en sandwich et qui va permettre de faire circuler les ARN de transfert les uns après les autres, et donc qui va catalyser la formation du lien peptide. Donc, ça, c'est un modèle du ribosome eucaryote. Donc, on a la petite sous-unité 30S ici, et on voit très bien qu'il y a une espèce de creux ici. Et c'est dans ce creux que l'ARN messager va venir se loger. Donc, il va venir se loger sur la petite sous-unité du ribosome. Et donc, voilà. Et on voit la sous-unité qui tourne. Et on voit la structure des ribosomes. Et en jaune, c'est de l'ARN. Donc, les ribosomes sont surtout formés de l'ARN. Et en mauve, vous avez les petites protéines qui sont associées à ce ARN. Donc, la petite sous-unité sert surtout c'est sur lequel l'ARN messager va venir se loger. Donc, c'est la petite sous-unité qui va se déplacer le long de l'ARN messager au départ. La grande sous-unité, c'est aussi surtout de l'ARN, donc ce qui est en jaune ici, et associé avec quelques protéines. Donc, ce qu'on voit en vert, en fait, c'est le site actif. Et il n'y a pas vraiment de protéines dans le site actif, c'est vraiment l'ARN qui va servir, l'ARN, donc les parties jaunes, qui va servir de catalyseur dans cette réaction. Donc, le ribosome, c'est une enzyme d'ARN qui contient plusieurs protéines pour l'aider, mais c'est surtout l'ARN qui va fonctionner. Donc, on voit plus ou moins bien dans cette structure un peu encombrée, mais il y a les endroits où les ARN de transfert vont venir se localiser, et le but sera d'amener les acides aminés proches l'un de l'autre dans le site actif du ribosome pour qu'ils puissent catalyser la formation du lien peptide. Et donc, la traduction, ça va être une réaction processive qui va permettre de faire la synthèse de la protéine. Donc, on a notre ARN messager ici, donc l'extrémité 5' et 3'. Et le ribosome va déplacer dans cette direction-là. Et on a le site P où il y a... donc, on a 3 sites en fait ici, le site P, E et A. Donc, le site P, c'est où il y aura l'ARN de transfert associé au peptide. Le peptide va passer du site P au site A, et en même temps, le site A va se rapprocher du site P. Donc, le peptide va passer de l'extrémité de l'ARN de transfert au site P, au prochain acide aminé qui est sur le site A, et le ribosome va se déplacer d'une position pour amener l'ARN qui était au site P au site E, et l'ARN qui était au site A au site P avec le peptide. Et un nouvel ARN de transfert va venir prendre sa place au site A, et on va recommencer. Donc, en fait, on va voir tout ça en détail. Donc, c'est ça. Et il y aura, comme on a vu, les modifications post-transcriptionnelles de façon analogue. Il y a les modifications post-traductionnelles
qui inclut la modification des peptides. Donc, soit on va carrément replier le peptide différemment ou on va ajouter des groupements chimiques sur les chaînes latérales. Et ça va avoir plein d'implications au niveau des rôles des protéines. Ça, on va pas, en fait, les protéines recombinantes, on ne va pas le couvrir dans ce cours-ci. Ça va faire l'objet d'un prochain cours. Donc, le plan de cours pour cet après-midi, donc on va parler des ARN de transfert, l'initiation de la traduction, l'élongation des protéines, la terminaison de la traduction et les modifications post-traductionnelles. Donc, commençons avec les ARN de transfert. Donc, les ARN de transfert, comme on l'a déjà dit, servent d'adaptateur entre l'ARN de messager et les acides aminés. Donc, on va lier un acide aminé de façon covalente à l'extrémité d'un ARN de transfert qui, lui, doit reconnaître un codon spécifique. Donc, cette reconnaissance, cette réaction est faite par une enzyme qui s'appelle l'aminoacide ARN T synthétase. Donc, il existe différents aminoacides ARN T synthétase pour différents acides aminés. Donc, cette enzyme qui sont chargées d'attacher, par exemple, une leucine à un ARN de transfert doit reconnaître l'anticodon sur l'ARN de transfert qui correspond à la leucine. Donc, en fait, elle va faire des contacts avec la tige acceptrice, donc ce qui est pointé ici, sur laquelle on va attacher l'acide aminé. Donc, c'est la tache jaune qu'on voit à peine. Et évidemment, elle va aussi reconnaître l'anticodon. Donc, ça, c'est les deux séquences qui sont spécifiques dans l'ARN de transfert et qui va permettre aux aminoacides ARN T synthétase de discriminer les ARN de transfert, donc de reconnaître les bons ARN de transfert qui correspondent à l'acide aminé que l'aminoacide ARN T synthétase reconnaît. Donc, il y a beaucoup d'autres contacts qui sont faits avec l'ossature des ARN de transfert parce qu'en fait, les ARN de transfert ont presque tous la même séquence, excepté pour l'anticodon et l'endroit où on attache l'acide aminé. Et si vous vous souvenez, quand on a parlé de la transcription, les séquences qui forment le promoteur pour la synthèse d'ARN de transfert sont à l'intérieur de la séquence et sont reconnues par les mêmes facteurs généraux de la transcription. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations de séquences dans toute cette structure, sauf au niveau de la tige boucle, donc la boucle de l'anticodon et la tige acceptrice. Et donc ici, c'est juste simplement un petit zoom pour montrer que l'acide aminé, par rapport à la structure de l'ARN, c'est vraiment petit. Et dans le fond, c'est plus difficile de discriminer le bon acide aminé que de discriminer les bons ARN de transfert. Donc, la réaction va se faire en deux étapes. Donc, d'abord, on va activer l'acide aminé et on va le faire en attachant un ATP. Et donc, l'acide aminé va se trouver avec on va se retrouver avec un acide aminé adénylé. Et ce couplage va permettre de transférer l'acide aminé à l'extrémité 3' de l'ARN de transfert. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a notre acide aminé adénylé et ça va nous permettre de transférer l'acide aminé à l'extrémité 3' de notre ARN de transfert. Donc, on va se retrouver maintenant avec un ARN de transfert chargé par un acide aminé et un lien de haute énergie qui relie les deux. Donc, l'adénylation de l'acide aminé, c'est la première étape. Et par la suite, le transfert de l'acide aminé au nucléotide en 3' de l'ARN de transfert.
Donc ça, c'était pour attacher les bons acides aminés à l'ARN de transfert. Maintenant, l'autre partie du travail, c'est de reconnaître le codon. De reconnaître le codon. Donc, évidemment, on a un appariement des bases entre l'anticodon et le codon. Donc, cet appariement est un peu particulier parce qu'en fait, comme on le sait, il y a 61 codons possibles dans le code génétique, mais on n'a pas 61 ARN de transfert différents. On en a environ une trentaine. Donc, mais entre 30 et 40. Pardon. Et dépendamment des espèces, ça peut varier. Donc, et en fait, il y en a même moins que 30 à 40 ARN de transfert dans les mitochondries qui sont capables d'effectuer la traduction. Donc, on a besoin de quelque chose qui va permettre de réduire le nombre d'anticodons nécessaires. Et ça, c'est en fait ce qu'on appelle la règle du Wobble. Donc, le principe, c'est, mais en fait, ça s'appelle aussi le principe de la base fluctuante. Donc, c'est le fait que la base numéro 1 de l'anticodon est celle qui s'hybride avec la base numéro 3 du codon. Donc, on va le voir plus en détail dans la prochaine diapo. Donc, le principe du Wobble ou de la base fluctuante. Donc, la base numéro 1 de l'anticodon se retrouve vraiment à l'extrémité de la tige boucle. Donc, là où ça tourne. Donc, elle se trouve à être plus libre, plus flexible que les autres parce que les bases qui sont à côté sont relativement éloignées. Tandis que les autres bases de l'anticodon ici, 2 et 3, sont stabilisées par l'empilement des bases, comme on a vu au début de la session. Donc, cet empilement de bases, donc l'interaction entre les bases, les maintient ensemble de façon assez rigide. Par contre, cette base-là, parce qu'elle est au bout, peut pivoter davantage et elle est donc capable de créer des liens hydrogènes avec ses positions. Donc, elle peut agir comme donneuse ou acceptrice de liens hydrogènes. Donc, elle a plus de flexibilité et donc plus de possibilités d'appariement des bases que juste les paires classiques. Donc, les paires classiques, c'est le A avec U et les C avec les G, mais on avait aussi dit que les G pouvaient s'apparier avec les U et que ça arrivait relativement souvent dans l'ARN. Et on a en plus, dans beaucoup de cas, parmi les modifications post-transcriptionnelles qui subissent l'ARN de transfert, souvent la première position, donc cette position qui est encerclée, c'est souvent une adénosine. Donc, elle sera désaminée pour donner une inosine. Et donc, lorsque elle devient une inosine, elle offre encore davantage de possibilités d'appariement non conventionnel. Donc, entre l'anticodon et le codon, si on a une inosine, comme on a illustré ici, sur l'anticodon, on est capable de faire des ponts H avec la cytosine. Oui, c'est en fait ça qu'on voit ici, avec la cytosine, l'uracile et avec l'adénine. Et évidemment, on est capable de faire des liens entre le G et le U également. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et ici, on a un tableau résumé un peu de tout ça. Donc, si la première base de l'anticodon est une adénine, il est capable de reconnaître une uracile. Donc, ça, c'est l'appariement classique. Et si c'est une cytosine, ça peut s'apparier avec une guanine. Mais une guanine peut aussi s'apparier avec une cytosine ou une uracile. Et si on a une uracile, elle peut s'apparier avec un A ou un G.
Et comme on a vu, l'inosine peut s'apparier avec ces 3 nucléotides. Le tableau du bas, c'est en fait l'inverse du tableau du haut. Donc, c'est la même chose, mais le contraire. Donc, si on a en position 3 du codon, donc on le voit du point de vue de l'ARN messager. Et donc, si on a en position 3 du codon une adénine, mais elle peut s'apparier avec l'uracile ou l'inosine. Donc, c'est vraiment une question de flexibilité dans cet appariement anticodon et codon. Et il y a évidemment une certaine place à l'erreur, mais si on regarde le code génétique, souvent les acides aminés qui sont codés par, mettons, 4 codons différents sont tous codés par les mêmes nucléotides en position 1 et 2 du codon. Donc, mettons par exemple la proline qui est codée par CCC, CCG, CCA, CCU. Donc, ils donnent tous la proline. Donc, en fait, que ce soit la 3e base, ce n'est pas une coïncidence. Ça permet aussi que tous ces codons sont reconnus par le même ARN de transfert, étant donné que la 3e base est moins rigide. Il y a relativement peu d'exceptions comme la méthionine qui est reconnue seulement par AUG et les autres AU donnent la isoleucine. Et donc, il y a seulement la méthionine et la tryptophane qui sont codés par un seul codon. Et et dans les 2 cas, il y a un G qui est en position 3, donc il y a juste 2 possibilités. Oui, un G en position 3, donc il y a juste 2 possibilités pour la première base de l'anticodon. Donc, en fait, ça permet que les codons soient plus permissifs. Donc, l'initiation de la traduction, c'est ce qui diffère entre les prokaryotes et eucaryotes principalement. Donc, pour initier la traduction, ce qu'on veut faire quand on va initier la traduction, c'est de trouver le point de départ, donc le AUG, donc c'est-à-dire le codon initiateur qui commence la protéine. Donc, pour faire ça, on doit faire plusieurs choses. On doit assembler le ribosome sur l'ARN messager et on doit positionner le premier ARN de transfert avec le premier acide aminé. Donc, c'est le début de la chaîne au bon endroit pour commencer dans le ribosome afin de débuter la synthèse. Donc, évidemment, il faut commencer au bon codon qui sera le codon initiateur. Donc, il faut être capable de le repérer et de le reconnaître, ce codon initiateur-là. Donc, ce mécanisme de reconnaissance de codon initiateur est assez différent quand on compare les prokaryotes avec les eucaryotes. Donc, dans les 2 cas, la traduction est initiée sur le codon AUG. Ça ne change pas. Mais chez les prokaryotes, il y a une séquence supplémentaire qui va être utilisée en 5' du AUG. Donc, sur ce schéma ici, on a le codon AUG et quelques nucléotides avant. On a une séquence qu'on appelle RBS, donc pour Ribosome Binding Site. Et cette séquence-là doit absolument se retrouver en amont du AUG parce qu'elle va s'hybrider avec l'ARN ribosomal de la petite sous-unité du ribosome. Donc, OK, c'est ça. Et cet appariement des bases, c'est ce qui va permettre de positionner le ribosome sur l'ARN messager chez les prokaryotes. Donc, on peut avoir plusieurs RBS un peu partout et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs Open Reading Frame, donc cadre de lecture ouverte sur le même ARN messager dans notre ARN prokaryote. Donc, la séquence RBS
elle n'est pas toujours la même, donc il peut y avoir quelques variations, mais c'est toujours complémentaire à cette région ici. Donc, c'est ça, oui, elle est toujours complémentaire. Et parfois, elle peut être légèrement décalée un peu vers la droite ou vers la gauche, mais c'est toujours à peu près cette région avec quelques variations dans la position. Et on a toujours la complémentarité des bases. Donc, cet appariement va positionner le ribosome au bon endroit. Et comme je disais, il peut y avoir plusieurs RBS et la grande majorité des cas, le codon initiateur et le AUG. Mais chez les prokaryotes, on est un peu moins dépendant de l'AUG et dans certains cas, on va accorder un codon initiateur qui donne une isoleucine et où on va quand même réussir à positionner un ARN de transfert dessus, mais c'est vraiment une exception. Donc, chez les eucaryotes, il n'y a pas ce appariement entre le ribosome et les ARN messagers. Et en fait, il n'y a pas de complémentarité des bases entre l'ARN 18S et l'ARN messager. Donc, le ribosome, il est plutôt recruté par la structure de la coiffe, donc par des protéines qui reconnaissent la coiffe et qui vont recruter le ribosome. Et ensuite, ce ribosome va parcourir l'ARN messager jusqu'à qu'il rencontre un AUG. Et autour du codon AUG, en fait, il y a une séquence qu'on appelle le consensus de Kozak, qui est en fait que la séquence AUG est précédée d'une guanine ou une adénine à 3 nucléotides avant le A du AUG. Et tout de suite après le AUG, on a un G. Mais cette séquence n'est pas essentielle à la traduction, mais elle facilite beaucoup la traduction. Donc, dans une certaine mesure, on peut imaginer qu'elle permet une meilleure correspondance entre l'ARN messager et le ribosome à cette position-là. Mais lorsque cette séquence n'est pas présente, il y a quand même l'initiation de la traduction, mais ça se fait en sorte que peut-être elle est moins efficace. Donc, on peut imaginer que s'il y a 100 ribosomes qui passent et que la séquence de Kozak est présente, les 100 ribosomes vont commencer à traduire là, donc au AUG, où il y a l'AUG. Mais si on n'a pas la séquence de Kozak, on aura peut-être 10 ou 20 ribosomes parmi les 100 qui vont passer tout droit et qui n'auront pas détecté le début de la protéine. Donc, dans la liaison du ribosome chez les prokaryotes, donc on doit avoir un appariement des bases. Et si vous remarquez sur le dessin, cet appariement des bases fait en sorte que puisque la position d'ARN est un peu fixe dans le ribosome, ça va faire en sorte que le codon AUG du départ se retrouve à la hauteur du site de la poche P, de la petite sous-unité du ribosome. En fait, c'est une portion de la poche P qui fait partie de la petite sous-unité. Donc, cet appariement de base va permettre le codon AUG de se positionner, d'être dans la bonne position pour initier la traduction quand l'ARN de transfert va venir s'associer. Et pour initier la traduction, on a besoin de plusieurs facteurs pour aider à ce processus. Et donc, on a besoin de plusieurs facteurs protéiques à plusieurs étapes de la traduction. Chez les prokaryotes, on appelle ces facteurs IF, donc IF pour Initiation Factor. Et donc, on a IF1, IF2 et IF3. Donc, IF1 et IF2 GTP
vont venir s'associer à la petite sous-unité du ribosome. Et on a IF1 qui vient dans la poche acceptrice et IF2 qui vient s'associer à IF1. Et ces facteurs ensemble empêchent un ARN de transfert de venir se positionner sur le ribosome qui n'est pas encore engagé dans la traduction, donc qui n'est pas encore associé à un ARN messager. Et la sous-unité IF3, elle vient aussi se positionner sur le ribosome et elle empêche la grande sous-unité d'interagir avec la petite sous-unité tant qu'on n'aura pas initié la traduction. Donc, ouais, IF1 empêche la liaison des ARN de transfert. IF2 permet l'association de l'ARN de transfert initiateur. Donc, oui, c'est ça. Il permet l'ARN l'ARN de transfert initiateur de s'associer un peu plus tard et interagir avec la petite sous-unité ribosomale et avec IF1. Et IF3 lie la petite sous-unité et empêche la liaison de la grande sous-unité. Donc, ça va s'associer pas mal tout en même temps et l'ARN de transfert initiateur et l'ARN messager vont se joindre à ce complexe sur la petite sous-unité du ribosome. Et tout ça, ça va former ce qu'on appelle le complexe de pré-initiation 30S. Donc, pour former ce complexe, on a donc 3 facteurs, IF1, IF2 et IF3, qui se lient à la petite sous-unité de ribosome et à l'ARN de transfert chargé de la méthionine initiatrice. Et tout ça va se lier à la séquence RBS pour positionner la petite sous-unité du ribosome au bon point de départ. Donc ici, on a une petite particularité et c'est pour ça qu'on va faire une parenthèse sur les GTPase. Donc, parce que, comme vous le voyez, le facteur IF2 est associé à un GTP et on va voir dans plusieurs cas, plusieurs GTPases vont intervenir dans la traduction. Et donc, c'est important de comprendre comment ces protéines-là fonctionnent. Donc, oui, c'est ça, les GTPases. Donc, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Donc, les GTPases sont des protéines liées soit au GDP ou au GTP. Donc, ils sont capables d'hydrolyser le GTP en GDP. Et selon s'ils sont liés à un GTP ou un GDP, ces protéines ne vont pas avoir la même conformation. Donc, elles vont venir carrément changer la forme de la protéine selon si elle est liée à un GTP ou à un GDP. Et souvent, elles vont induire un changement de forme à des protéines qui leur sont associées aussi. Donc, en l'occurrence ici, le ribosome. Donc, typiquement, les protéines seront actives lorsqu'elles sont liées au GTP et elles vont avoir des affinités différentes pour d'autres protéines lorsqu'elles vont être liées lorsqu'elle est liée à la GTP et que lorsqu'elle est liée à un GDP. Parce qu'en fait, il y a un changement de conformation qui se fait. Donc, souvent, les protéines seront activées par l'hydrolyse du GTP en GDP. Donc, pour faire un exemple un peu plus concret, donc ici, on a exactement la même protéine à gauche et à droite. À gauche, on a la protéine qui est associée à un GDP. Elle est donc inactive. Et cette molécule, en fait, c'est un GDP. On a donc seulement 2 phosphates. Et donc, ça permet à l'hélice en bleu de se refermer sur la structure de la protéine. Et donc, elle est dans une conformation fermée. Donc, dans le fond, c'est le jaune que vous voyez ici, c'est le GDP.
Donc ici, le GDP, mais la protéine avec le GDP est inactive. Et si on change le GDP pour un GTP, on va avoir un troisième phosphate et la position de ce troisième phosphate va repousser les listes plus loin et donc la conformation va être ouverte. Et donc, lorsque c'est lié à un GTP, on est donc en position active. Et ça prend des enzymes pour enlever le GDP et mettre un GTP à la place. Et ces enzymes, c'est ce qu'on appelle les GEF, donc GEF pour Guanosine Exchange Factor, parce qu'en fait, le G ici, c'est des guanosines. Donc, elle échange un GDP pour un GTP. Donc, pour faire court, on les appelle les GEF. Et c'est les GTPases qui sont capables d'hydrolyser le phosphate pour transformer le GTP en GDP. Donc, elles vont catalyser le passage de la forme mais active à inactive. Mais souvent, elles vont avoir besoin d'aide pour guider ce changement. Et c'est des protéines qui s'appellent GAP, donc GTPase Activating Protein, qui vont venir stimuler ce changement. Et ça va se faire par contact. Donc, on va voir plus tard, lorsque la protéine associée à un GTP va faire contact avec une certaine portion du ribosome ou un certain autre facteur, ça va stimuler l'activité GTPase. Donc, la GTPase va s'hydrolyser, mais il y aura l'hydrolyse du GTP en GDP. Ça va changer la conformation. Donc la protéine pourra perdre son affinité pour le complexe et va se déloger. Et ça va induire des changements de conformation dans le complexe lui-même aussi. Donc, pour revenir à l'initiation de la traduction, donc on était rendu au complexe de préinitiation. On avait notre petite sous-unité du ribosome qui était associée à l'ARN avec notre premier acide aminé associé à l'ARN de transfert dont l'anticodon est complémentaire au codon du site P et qui est associé au facteur IF2 GTP. Donc, ce facteur IF2 GTP est en contact avec l'ARN de transfert et avec le facteur IF1 qui est à la position 1. Donc, l'ARN messager va venir se positionner sur le ribosome et ça va enlever IF3 et ça va permettre à la grande sous-unité de venir prendre sa place et de former le ribosome au complet. Et cette liaison de la grande sous-unité va stimuler l'activité GTPase de IF2, donc qui va permettre d'hydrolyser le GTP en GDP. Donc, c'est ce qui se passe ici. Et donc, cette hydrolyse va induire un changement de conformation dans IF2 et donc qui va perdre son affinité pour le ribosome et le facteur IF1 également, donc qui va faire en sorte que tout ça va s'en aller. Va s'en aller, donc ça va se délier. Donc, on va se retrouver avec le complexe d'initiation qui s'appelle le complexe d'initiation 70S, qui comprend l'ARN de transfert, l'ARN messager et le ribosome, tout ça à la bonne place. Donc là, on est prêt à commencer la traduction. Okay. Donc tout ce qu'on a vu maintenant jusqu'à date pour l'initiation, c'était chez les prokaryotes. Chez les eucaryotes, ça va se passer un peu différemment parce qu'on n'a pas cette correspondance entre la petite sous-unité du ribosome et la séquence qui précède le codon AUG. Okay. Mais ce n'est pas très différent que ça. Il y a quand même des facteurs qui se ressemblent, mais qui se ressemblent beaucoup et qui viennent jouer des rôles similaires. Mais
La différence, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Donc, chez les eucaryotes, on a les facteurs d'initiation. Donc, là, on ajoute un petit E devant IF pour indiquer que c'est eucaryote. Donc, on a E, IF1, E, IF1A, IF3 et IF5. Donc, l'ARN de transfert qui est associé à l'acide aminé méthionine va être l'ARN de transfert initiatrice. Donc, elle arrive associée au facteur qu'on appelle EIF2-GTP. Donc, ça forme ce qu'on appelle le complexe ternaire. Donc, on a un ARN de transfert initiatrice qui est associé à EIF2-GTP qui vient de s'associer à la petite sous-unité du ribosome. On a aussi le facteur EIF3, ouais, c'est ça, EIF3 qui se positionne sur le côté, sur le côté de tous les autres éléments ensemble. Et donc, ces deux facteurs, EIF1, EIF1A et EIF5 jouent un rôle un peu similaire que le 1 et 5, des facteurs d'initiation des prokaryotes. Et le 1A ici est similaire au IF1 des prokaryotes. Donc, le EIF3 empêche un acide aminé de venir dans la poche A et le 5 empêche la grande sous-unité du ribosome de s'associer. Donc, tout ça ensemble va former le complexe de préinitiation 43S. Donc, on a tout ça ensemble qui est associé à tous ces facteurs, la petite sous-unité du ribosome, mais on n'a toujours pas d'ARN messager. Oui, c'est ça, on n'a toujours pas d'ARN messager, mais ce complexe est déjà prêt à s'associer à un ARN messager pour commencer la traduction. Donc, les facteurs liant l'ARN messager. Donc, il faut assembler tout un autre paquet d'éléments sur l'ARN messager pour être capable qu'il y ait un match entre le ribosome et l'ARN messager. Donc, on a plein d'autres facteurs qui nous aident à faire ça. Donc, il y a EIF4E qui vient s'associer à la coiffe. Donc, il reconnaît la coiffe à l'extrémité 5' de l'ARN messager. Et ça va permettre de recruter deux autres protéines, donc EIF4E et EIF4G. Oui, c'est ça. En fait, non, je me suis trompée. Ça va permettre de reconnaître, ouais, ça va, EIF4, je recommence. EIF4E vient s'associer à la coiffe. Donc, il reconnaît la coiffe à l'extrémité 5' de l'ARN messager et ça va permettre de recruter deux autres protéines, EIF4G et EIF4A, qui viennent se lier à l'extrémité 5' de l'ARN messager et qui vont lier EIF4E et ouais, c'est ça. Et tout ça va recruter EIF4B et ça va former une activité enzymatique qui va permettre de défaire, en fait, une activité hélicase qui va permettre de défaire s'il y avait d'autres structures secondaires qui étaient présentes au niveau de l'ARN messager. Donc là, on a notre ARN messager qui est chargé de ces facteurs d'initiation et on a notre complexe de préinitiation qui contient notre ARN de transfert en position P et notre ribosome. Donc, ces protéines vont interagir ensemble et ça va permettre de recruter notre ribosome à l'extrémité 5' de notre ARN messager. Et la petite sous-unité du ribosome va se lier à l'ARN messager qui va venir se positionner dans le creux qu'on a vu tantôt.
Et là, le complexe de préinitiation est formé. Donc, on avait mentionné que la queue polia joue un rôle, mais a aussi un rôle important pour augmenter l'efficacité de la traduction. En fait, les protéines qui s'associent à la queue polia interagissent aussi avec d'autres facteurs d'initiation de la traduction, ce qui rend les ARN messagers circulaires, comme vous voyez dans le schéma ici. Donc, il y a une interaction entre PABP1 et EIF4G et EIF4E. Et donc, tout ça, ça stabilise l'ARN messager. Et ça facilite le passage du ribosome lorsqu'il arrive au signal de terminaison. Il va se dissocier et il se rapproche de l'extrémité 5' de notre ARN messager et donc va pouvoir circuler plus facilement. Donc, ça, c'est le modèle qui est mis de l'avant pour que la queue polia, mais en fait, qui expliquerait que la queue polia contribue à faciliter la traduction. OK. Donc, on n'a toujours pas notre initiation de la traduction n'a toujours pas commencé. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est associer notre petite sous-unité du ribosome à l'extrémité 5' de l'ARN messager. Et donc, EIF4A et 4B ont une activité hélicase. Et cette activité hélicase va permettre de faire défiler l'ARN messager. Donc, ça va initier la loupe ici qui s'agrandit. Et en fait, notre activité hélicase tire sur l'ARN messager et donc fait passer la séquence à l'intérieur du complexe. Et on fait ça jusqu'à que, mais en fait, ces deux facteurs vont faire ça jusqu'à qu'un codon AUG va passer et va faire face à l'anticodon de notre ARN de transfert. Et lorsqu'il y aura cette complémentarité des bases entre l'anticodon de l'ARN de transfert et le codon AEG, ça va créer un changement de conformation. Et donc, lorsque l'ARN de transfert, mais en fait, lorsque l'ARN de transfert n'a pas les bases complémentaires, la petite sous-unité est dans une certaine conformation. Mais dès que l'ARN qui contient le codon AEG passe assez proche pour que la complémentarité des bases se fasse, donc l'ARN de transfert va venir se coller sur l'ARN messager, ça va entraîner un changement de conformation. Donc, ce complexe-là va provoquer la libération de tous ces facteurs de EIF1 et EIF5. Et c'est eux qui empêchaient la grande sous-unité du ribosome de venir s'associer. Donc, ça va provoquer l'hydrolyse du GTP en GDP. Et donc, ça va permettre un changement de conformation et libérer tous ces facteurs du complexe de préinitiation. Et donc, on va vraiment avoir la sous-unité du ribosome, la petite sous-unité du ribosome sur l'ARN messager. Et, oups, non, c'est pas ça que je un autre facteur, EIF5B-GTP, va venir s'associer à l'ARN de transfert et à la petite sous-unité et ça va ça va libérer EIF1A. Donc, ça va... En fait, EIF1A va prendre la place libérée par EIF2. Donc, ce grand changement de conformation va permettre que la grande sous-unité du ribosome va pouvoir se mettre en place
Donc, on a enlevé tous les facteurs qui empêchaient la grande sous-unité de se lier. Et maintenant, notre ribosome se complète par l'arrivée de la grande sous-unité. Et une fois que la grande sous-unité va venir, elle va interagir avec EIF5B et elle va provoquer son activité GTPase. Donc, encore une fois, on aura l'hydrolyse du GTP en GDP et on va expulser EIF5B et EIF1A. Et là, on n'a plus rien que notre ribosome, notre ARN de transfert associé à la méthionine. Et la poche acceptrice est maintenant libre pour accueillir le nouvel ARN de transfert avec le prochain acide aminé. Donc, on a complété le complexe d'initiation de la traduction, le complexe 80S, et on est prêt à commencer la traduction. OK. Donc, avant de se lancer dans le reste du processus, je pense qu'on va prendre une pause de 10 minutes. Ça vous va? Oui, OK. Donc, vous pouvez revenir à 2h08. On va recommencer. Je vais juste revenir sur une diapo. Donc, ici, on a déjà vu ça, mais il y avait juste une partie que je pense que j'étais un peu moins claire. Donc, c'est simplement pour dire que lorsqu'il y a l'hydrolyse du GTP de EIF2, donc ça va permettre le changement de conformation et tout ça va être libéré du complexe de préinitiation. Et donc, on aura la sous-unité du ribosome sur l'ARN messager. Et l'autre facteur, EIF5B GTP, va venir s'associer à l'ARN de transfert, le seul ARN de transfert qui est là de la méthionine, et à EIF1A, donc qui va en gros prendre la place qui a été libérée par EIF2. Donc, c'est simplement ça. Ça, on l'a vu. Donc, on va passer à la phase d'élongation. Donc, la phase d'élongation, c'est ce qui va permettre d'amener une à la fois chacun des acides aminés pour avoir, et on va avoir une nouvelle ARN de transfert avec un acide aminé et le peptide va se transférer sur ce ARN de transfert, donc de ici à ici. Et on va donc transloquer d'une position et on va recommencer ça à chaque étape. Donc, ça, c'est un peu simplifié, mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, on va avoir besoin des facteurs d'élongation, donc des facteurs EF, qui vont permettre de coordonner toutes ces différentes étapes. Donc, les étapes clés de ce processus sont l'entrée des ARN transfert chargés au site A. Donc, ouais, c'est ça, ici. Et la formation du lien peptide et la translocation qui va changer toutes les ARN, qui va changer tous les ARN de transfert d'une position et on va recommencer. Donc, on va faire ça codon après codon jusqu'à qu'on arrive à l'extrémité de la chaîne. Et chez les prokaryotes et les eucaryotes, contrairement à l'initiation, l'élongation est assez similaire et les réactions sont les mêmes. Les facteurs, donc les facteurs d'élongation n'ont pas tous les mêmes noms, mais ont presque le même rôle à quelques détails près. Donc, on va décrire les deux, le processus d'élongation chez les eucaryotes et les prokaryotes en même temps. Donc,
Sur le ribosome, il y a toujours 3 ARN de transfert, sauf au début. Donc, une fois on est rentré en phase d'élongation, on va presque tout le temps avoir 3 ARN de transfert associés. Un qui va être au site A, donc ça c'est le nouveau qui vient d'arriver avec le nouvel, qui amène le nouvel acide aminé. Celui qui est au site P, c'est celui attaché au peptide. Donc, quand on commence au tout début, c'est celui mais l'ARN de transfert de la méthionine est placé au site P. Donc, ça, c'est lorsqu'on a juste un acide aminé à ce moment-là, c'est-à-dire l'ARN de transfert de méthionine. Et celui au site E, donc E, c'est pour exit, et c'est celui qui a perdu son acide aminé en transférant la chaîne à l'ARN de transfert voisin. Donc, le site P, c'est celui qui est attaché au peptide, et le site A pour est chargé du nouvel acide aminé. Et E pour exit. Donc, la réaction qui est catalysée par le ribosome, ça s'appelle une réaction de peptidyltransférase. Parce que dans le fond, on va transférer le peptide. Donc, au départ, on a juste un acide aminé, donc la méthionine, qui est associé à l'ARN de transfert en position P. Et la catalyse du lien peptidique, donc la formation du lien peptide, va se faire en passant l'extrémité acide qui est attachée à l'ARN de transfert en position P. Donc, la liaison va passer de l'ARN de transfert à l'extrémité NH2 de l'acide aminé qui vient d'être amené par le nouvel ARN de transfert. Donc, entre le CO ici, entre le C et le O ici, du OH en 3' va passer à l'azote sur l'acide aminé suivant. Donc, on va créer le lien peptide et du même coup, ça va transférer tout le peptide vers l'ARN de transfert suivant. Et on va faire ça à chaque étape et c'est pour ça qu'on appelle ça le peptidyltransférase parce qu'on transfère le peptide à chaque fois. Ouais, en fait, je pointais ici, mais ça se passe plutôt ici. Donc, le C et le O ici, puis le NH2 qui est ici. Donc, il va y avoir beaucoup de réactions nécessaires pour ça parce qu'en fait, il faut défaire les liens et refaire d'autres liens. Et ensuite, il faut transloquer de 3 nucléotides. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour réussir ces étapes successives. Donc, ici, je vous rappelle que l'ARN de transfert OCP est chargé de notre chaîne peptidique. Au début, il y a une méthionine et chaque fois qu'on ajoute un acide aminé, on allonge cette chaîne. Le site A va accueillir le prochain ARN de transfert avec un acide aminé tout neuf. Et il y a le centre de liaison des facteurs qui va être déterminant pour catalyser l'activité des GTPase et en fait, des GTPase vont être nécessaires pour qu'on avance. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Et il y a le site E, donc, qui contient l'ARN de transfert qui vient de perdre son acide aminé. Donc, ici, on a les nouveaux ARN de transfert qui viennent chargés d'un acide aminé qui vont venir au site sont associés à un facteur qui s'appelle EFTUGTP chez E. coli. Donc, chez les eucaryotes, ça s'appelle EF1-alpha, donc Elongation Factor 1 alpha, et il vient se positionner au site A du ribosome. Donc, ça, c'est une façon de s'assurer que des ARN de transfert qui n'ont pas des acides aminés ne pourront pas venir ici car ils ne seront pas reconnus par
EF1 alpha ou EFTU GTP. Donc, si cette association n'est pas faite, il n'y a pas vraiment de correspondance entre l'acide aminé et le ribosome. Donc, il va aussi falloir avoir une complémentarité des bases entre le codon et l'anticodon pour que l'ARN de transfert vienne se positionner correctement. Donc, l'ARN de transfert chargé et associé avec EF1 alpha vient se positionner au site A. Il y a apparemment des bases entre le codon et l'anticodon et donc il va se positionner correctement et ça va faire en sorte que EF1 alpha va rentrer dans le centre des liaisons des facteurs. C'est ce qui va provoquer l'hydrolyse de son GTP en GDP et ça va libérer le EF1 alpha du complexe. Mais en même temps, ça va provoquer un changement de conformation du ribosome et ça va faire pivoter l'ARN de transfert qui était ici. Donc, de sorte que l'acide aminé va se trouver à être du côté du site P, adjacent au peptide qui est en cours de traduction. Donc, cette nouvelle acide aminé est maintenant tout près du dernier acide aminé de la chaîne qui est associé à l'ARN du transfert au site P. Donc, ça permet au ribosome de catalyser cette réaction, donc c'est-à-dire la réaction de peptidyltransférase qui va permettre d'attacher cet acide aminé à un nouvel acide aminé. Et là, donc, on va passer la chaîne du site P au site A. Donc là, maintenant, on va se retrouver avec cette formation où notre ribosome est dans une situation hybride, où notre ARN de transfert est au site A, mais qui est orienté de l'autre côté et attaché au peptide. Donc, il va falloir rétablir la situation et on va rétablir la situation en déplaçant le ribosome d'une position sur l'ARN messager. Mais pour faire ça, on a besoin des facteurs protéiques et ce facteur s'appelle EF2 GTP. Ouais. Donc, ou chez E. coli, c'est EFG GTP, qui vient se positionner dans le centre de liaison des facteurs, comme tout à l'heure, et qui va associer à l'ARN de transfert en position A. Donc, il va rentrer dans la poche A, mais elle est à moitié obstruée par notre ARN de transfert. Et quand il va rentrer en contact avec le centre de liaison des facteurs, ça va provoquer l'hydrolyse de son GTP en GDP. Donc, c'est la réaction illustrée ici. Donc, il va changer de forme. Il va passer d'une forme un peu tordue, qu'on voit ici, à une forme complètement droite. Et c'est ce qui va pousser l'ARN de transfert qui était là vers la gauche. Et comme les ARN de transfert sont encore liés à l'ARN messager, ça va pousser en même temps l'ARN messager et ça va permettre de transloquer le ribosome d'une position. Donc, notre ARN de transfert qui était dans la position A se retrouve maintenant à la position P et il est orienté correctement dans notre ribosome. Donc, le facteur EF2-GTP est devenu EF2-GDP et donc il a perdu son affinité pour le ribosome, donc il quitte le complexe. Et l'ARN de transfert qui était au site P se retrouve au site E et donc il sera expulsé du ribosome. Donc, on revient à la même situation que la diapo précédente, c'est-à-dire un ARN de transfert au site P qui est attaché au peptide et la position A du ribosome est libre pour accueillir, un nouveau ARN de transfert et on peut recommencer le même cycle. Donc, on va avoir un nouvel
ARN de transfert qui va venir s'associer à EF1 alpha GTP et on va hydrolyser le GTP qui va faire pivoter l'ARN de transfert et le peptide va passer au suivant et finalement on va finir par transloquer d'une position pour que notre ribosome revienne dans la position pour accepter un nouveau ARN de transfert chargé d'un nouvel acide aminé. Et donc, cette séquence d'événements continue jusqu'à la fin. Donc, pour finir la traduction, on aura besoin d'un mécanisme de terminaison. Donc, la traduction va se terminer quand elle arrive à un codon stop. Donc, d'abord, la traduction va terminer avec un codon stop parce qu'il n'y a pas d'ARN de transfert qui ont un anticodon correspondant à un codon stop. Donc, ça va laisser la place aux facteurs de terminaison, qui sont des facteurs de terminaison protéique, qui puissent rentrer à l'intérieur du ribosome. Donc, on va avoir ERF, donc RF pour Release Factor et le E toujours pour eucaryote. Et en fait, le mécanisme se ressemble beaucoup chez les prokaryotes, comme l'élongation qui était similaire chez les eucaryotes et les prokaryotes. Donc, ERF1, il a la forme qui ressemble à un ARN de transfert, donc il est fait dans une forme pour aller dans le site accepteur du ribosome et il est capable d'interagir avec les bases d'un codon stop. Donc, chez les prokaryotes, il y a deux facteurs qui vont reconnaître les différents codons stop. Chez les eucaryotes, il n'y en a qu'un seul qui reconnaît les trois codons stop différents. Il y a aussi un autre facteur, le ERF3, qui est une GTPase qui va être requise pour libérer le RF1 du ribosome et défaire le ribosome pour permettre une autre ronde de traduction. Donc, quand on arrive à un codon stop, on est un peu bloqué car il faut un ARN de transfert qui arrive pour qu'on puisse transloquer, mais il n'y en a pas un qui correspond à un codon stop. Donc, c'est RF1 qui vient de se placer dans le site accepteur et il a une certaine activité catalytique à son extrémité qui va permettre de couper le lien entre l'acide aminé et l'ARN de transfert au site, à ce site-là. Donc, ça va libérer le peptide. Et RF3 sur sa forme GDP, donc lui, il est différent des autres. Donc, c'est dans sa forme GDP qu'il va venir s'associer avec le ribosome et il va s'associer à RF1 et le ribosome. Et en fait, le ribosome et RF1 va servir du GEF, donc une fois qu'il est arrivé, et son GDP sera échangé pour un GTP. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, ça va changer de forme. Ça va changer de forme de RF3 qui va lui permettre d'expulser le RF1 et de venir interagir avec le centre de liaison des facteurs qui, lui, va venir stimuler l'activité GTPase de RF3. Donc, le GTP sera hydrolysé en GDP et RF3 sera libéré de cette façon. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, la traduction est terminée parce que le peptide est expulsé. Ce qui reste à faire, c'est de défaire le ribosome. Et c'est un peu compliqué et on ne le trouve pas en détail dans le cadre de ce cours. Donc, chez les prokaryotes, il va y avoir d'autres facteurs qui ont d'autres noms qui vont faire à peu près la même chose avec l'hydrolyse de GTP qu'on vient de voir et ça va défaire le ribosome. Chez les eucaryotes, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. On pense que ça se fait avec un hydrolyse de GTP de RF3 et en collaboration avec l'expulsion de RF1.
qui va permettre de dissocier le ribosome, mais on n'est pas certain. Donc, le ribosome sera libéré et on va pouvoir libérer l'ARN messager et commencer une nouvelle ronde de traduction. Donc, finalement, la dernière partie, c'est les modifications post-traductionnelles. Donc, ça, c'est un peu moins compliqué parce que c'est simplement une liste des choses qui peuvent arriver. Mais c'est quand même important de savoir que ça se fait, de comprendre que ça joue un rôle important pour l'activité des protéines et que ça va différer d'une protéine à l'autre. Et dans le fond, il n'y a pas de recette classique pour les modifications post-traductionnelles. Ça peut changer, ça peut vraiment varier d'une protéine à une autre. Donc, une fois libéré du ribosome, la plupart des protéines ne sont pas encore fonctionnelles. Donc, il doit être modifié. C'est ça, il doit être modifié et ces modifications diffèrent d'une protéine à une autre. Donc, ça implique souvent le repliement des protéines qui va être facilité par d'autres protéines. Donc, c'est surtout important pour les grosses protéines avec des gros domaines hydrophobes qui vont avoir des rôles à jouer dans des compartiments particuliers et suivent des chemins différents. Beaucoup d'acides aminés vont être modifiés chimiquement. Donc, on a vu la phosphorylation qui était importante dans la transcription. Donc, c'est une modification post-traductionnelle qui implique d'attacher un groupe phosphate à la chaîne latérale d'un acide aminé. Et dans les prochains cours, on va beaucoup parler de la méthylation et de l'acétylation, donc particulièrement des histones. Donc, ça, c'est d'autres modifications post-traductionnelles possibles. Il y a aussi des protéines qui peuvent subir le clivage pour libérer le peptide fonctionnel. Donc, ça, on va un peu moins le voir ici, mais ça implique souvent, en fait, ça se réalise souvent au niveau des peptides hormonaux qui doivent subir plusieurs clivages avant qu'ils soient actifs. Et il y a la dégradation des protéines, de certaines protéines qui sont soit incorrectement repliées ou qui ont une durée de vie limitée. Et c'est comme pour les ARN messagers qu'on a vu que certains ont des durées de vie très courtes. Donc, il y a aussi des protéines qui ont une très courte durée de vie, qui vont être rapidement dégradées parce qu'on cherche seulement à avoir un pic d'activité qui est circonscrit dans un laps de temps. Donc, le repliement des protéines. Donc, en théorie, la séquence de la protéine contient toute l'information chimique pour que celle-ci se replie correctement, parce qu'on sait que ça dépend des interactions entre les acides aminés, mais il y a aussi plusieurs protéines qui peuvent être très longues et qui ont besoin donc de l'aide pour se replier correctement dans la cellule. Donc, théoriquement, la structure trois-dimensionnelle d'une protéine représente l'état le plus stable et donc, en théorie, la protéine devrait être capable de l'atteindre spontanément. Mais dans le contexte cellulaire, il y a plusieurs protéines qui n'arrivent pas à l'atteindre cette structure. Donc, sans avoir de l'aide extérieure, le repliement des protéines serait beaucoup plus long. Et vu que les acides aminés de l'extrémité N-terminale émergent en premier du ribosome, ils peuvent commencer à se replier avant que la protéine soit complétée. Par contre, s'il y a une interaction avec le C-terminal qui est critique pour le repliement de la protéine, elle risque de ne pas atteindre sa structure trois-dimensionnelle idéale ou nécessaire pour sa fonction. Donc, il y a une famille de protéines qui facilitent ce repliement et qui assistent ce repliement. Donc, on les appelle les chaperones. Donc, ils vont replier la protéine dans sa structure secondaire ou tertiaire. Donc, elles vont plutôt empêcher la ségrégation des protéines en liant les segments hydrophobes, donc, ou en confinant les protéines dans leur structure pour permettre de se replier
correctement. Ils vont aussi protéger la protéine pendant le temps qu'elle se replie. Donc, elle va, elle va faire des liens avec les régions hydrophobes pour procurer un certain confinement. Donc, les chaperones, c'est les petits ronds rouges que vous voyez qui s'attachent aux régions hydrophobes. Et ça permet aux protéines de se replier et de les acheminer au bon compartiment lorsque c'est nécessaire. Donc, elle utilise de l'ATP pour stabiliser leur interaction. Et les protéines de la famille HSP70 forment la famille la plus abondante de chaperones. Donc, on retrouve des HSP70 associés au ribosome où elles peuvent rapidement associer aux nouvelles protéines ou aux protéines en cours de synthèse. Et aussi, on les trouve au niveau des mitochondries et du réticulum endoplasmique où elles participent à l'importation des protéines dans ces compartiments cellulaires. Donc, elles possèdent un domaine hydrophobe qui leur permet de lier à des régions hydrophobes des peptides et un autre domaine de liaison à l'ATP. Donc, la liaison à l'ATP referme la protéine chaperone sur la protéine à déplier, à replier, donc stabilisant temporairement les régions hydrophobes. Donc, l'hydrolyse de l'ATP par la protéine chaperone va mettre un terme à cette interaction, mais pendant ce temps-là, la structure de la protéine à replier sera devenue plus favorable et pourra se faire correctement. Donc, il peut y avoir plusieurs cycles de liaison et de relâchement jusqu'à ce qu'on libère la protéine correctement repliée. Donc, pour certaines protéines, ça ne sera pas suffisant et on aura besoin de ce qu'on appelle des chaperonines. Donc, les chaperonines sont un gros rassemblage moléculaire qui forme une structure cylindrique, donc en baril, et on va empiler les protéines hydrophobes à l'intérieur et ça va créer non, en fait, ils vont être dans une zone donc à l'abri du milieu aqueux de la cellule. Donc, le plus connu, c'est le gros EL chez les prokaryotes, qui est composé de 7 sous-unités identiques. Et on a aussi le TCP et le HSP60. Le TCP chez les eucaryotes, le HSP60 dans les mitochondries, qui jouent un rôle similaire chez les eucaryotes. Et donc, ils sont un peu plus élaborés, contiennent 8 sous-unités protéiques. Donc, cependant, la meilleure description du mécanisme est décrite chez les prokaryotes, donc avec le gros EL et sa co-chaperonine, le gros ES. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur cette diapo. Donc, dans ce complexe de gros EL qui forme un grand cylindre avec une cavité centrale et il y a le gros ES qui est une structure qui vient fermer le cylindre. Donc, l'hydrolyse de l'ATP va dicter le cycle du repliement et de la libération de la protéine. Donc, l'ATP va se lier de façon coopérative à chacun des sous-unités de la moitié du cylindre, dans le fond, ce qui change leur conformation et augmente le volume de la cavité, favorisant la fermeture du complexe par le gros ES. Donc, ce complexe peut contenir des protéines qui vont jusqu'à 70 kilodaltons, donc peuvent quand même accommoder des grosses protéines. Après l'hydrolyse de l'ATP par les sous-unités du cylindre, gros ES est relâché, donc le baril est ouvert et donc la protéine correctement repliée peut s'échapper, tandis qu'une protéine mal repliée sera toujours liée à gros EL pour une autre ronde de repliement.
Donc, en gros, ça, c'est le principe. Donc, les protéines vont entrer dans la chaperonine et la protéine va essayer de se replier, oui, de se replier. L'hydrolyse de l'ATP va permettre de réouvrir le, euh, le cap gros ES et de relâcher le peptide correctement replié. OK. Maintenant, les modifications chimiques des protéines, donc qui vont être modifiées après leur synthèse, ça va affecter leur structure tridimensionnelle et en affectant leur structure, ça va changer leur activité biologique. Ça peut même modifier la stabilité, donc le laps de temps que la protéine va se retrouver dans le milieu cellulaire et leur localisation intracellulaire. Donc, les modifications les plus communes sont aux extrémités. Donc, on va avoir l'acétylation, donc un ajout de CH3CO, souvent sur les extrémités. Donc, ça veut dire qu'on ajoute un groupement acétyl à l'extrémité N-terminale. Donc, cette modification est irréversible et ça change la charge de la protéine. Donc, ça élimine la charge positive à l'extrémité de la protéine et ça accroît sa stabilité. Dans d'autres cas, on va ajouter des encres lipidiques aux extrémités. Donc, on va ajouter des acyles, donc l'acylation des cystines en N-terminale ou la prénylation des glycines ou l'ajout d'un encre GPI. Donc, toutes ces modifications ajoutent des lipides aux protéines. Et donc, l'ajout de ces lipides va permettre aux protéines de s'attacher à la membrane sans être des protéines transmembranaires. Donc, c'est ça que ces modifications et l'encre GPI permettent. Donc, généralement, l'acylation et la prénylation permettent d'ancrer les protéines à la face interne de la membrane plasmique, tandis que l'encre GPI est parfois est ajoutée aux protéines de la surface cellulaire. Donc, les chaînes latérales sont souvent modifiées aussi, donc le plus souvent par l'acétylation. Donc, on va parler beaucoup de ça parce que ça va changer la charge et c'est la même modification qu'on a vue à l'extrémité, mais ça se fait sur le groupement amine de la chaîne latérale des lysines. Donc, contrairement à l'acétylation N-terminale, cette réaction est réversible et elle joue un grand rôle dans la régulation des histones. Donc, les histones qui lient l'ADN. Donc, l'acétylation élimine la charge positive des lysines, ce qui relâche l'association des histones avec l'ADN. On va aussi phosphoryler plusieurs acides aminés qui ont un groupement hydroxyle, donc un OH, dans leur chaîne latérale. Ils font objet de la phosphorylation. Donc, ces acides aminés qui ont un groupement OH, c'est les sérines, les thréonines et la tyrosine. Et ça aussi, ça change la charge parce qu'on a un groupement phosphate qui est très négatif, donc ça va changer la structure. Donc, c'est souvent suffisant pour changer l'activité enzymatique d'une protéine et ou lui permettre de se lier à une autre protéine. Il y a aussi l'hydroxylation des prolines, donc l'ajout d'un groupement hydroxyle sur la proline, et la méthylation et la carboxylation, donc l'ajout des groupements méthyl qui peut se faire sur l'histidine ou la carboxyle sur le glutamate. Donc, il y a certaines protéines qui sont destinées à la voie de sécrétion, donc qui transitent par le réticulum endoplasmique et par l'appareil de Golgi. Donc, tout au long de ce processus, elle rencontre des enzymes responsables des enzymes qui sont responsables pour l'ajout de différents sucres. Donc, c'est surtout la glycosylation, donc
c'est important pour la stabilité des protéines à la surface des cellules. Et finalement, le clivage des protéines, donc c'est par exemple les hormones qui sont des protéines, sont souvent synthétisées comme un long précurseur, donc c'est des proprotéines. Et donc c'est une protéine qui contient des séquences, mais en fait les séquences qui sont contenues dans ces protéines leur permettent d'arriver à une forme active. Donc comme ici, on a l'insuline, donc l'insuline qui est une hormone. Donc, tout ça est traduit à partir de l'ARN messager qui code l'insuline. Mais l'insuline active, c'est simplement la région B et A qui vont être reliées, mais qui sont reliées ensemble par des ponts disulfure. Donc, on va avoir des protéases qui vont faire des clivages, donc on a les noms des protéases ici, qui vont faire des clivages spécifiques pour libérer tout le milieu et l'éliminer et permettre de finalement sécréter l'insuline sous sa forme active qui correspond aux peptides A et B attachés ensemble. Donc, le but de cette modification en fait, ça permet un certain contrôle de l'excrétion de l'insuline dans le sens qu'on peut fabriquer la protéine, mais qu'elle n'est pas dans sa forme active. Donc, ça permet de coordonner le cheminement de protéines le long de la voie, de sécrétion. Ouais. Et finalement, l'ubiquitination, désolée. Donc, ça, c'est en fait les protéines qui ont une courte durée de vie ou qui sont endommagées vont être prises en charge par cette machinerie d'ubiquitination. Donc, l'ubiquitine, c'est environ une protéine de 8 kilodaltons et elle est fusionnée à d'autres protéines par la création d'un lien peptide entre le C-terminal de l'ubiquitine et le groupement amine de la chaîne latérale d'un résidu lysine. Donc, cette configuration, ça crée un branchement dans la chaîne des acides aminés. Donc, ce branchement, ça va permettre, en fait, ça va faire des branchements au niveau de la structure d'une protéine. Et comme l'ubiquitine elle-même contient aussi des lysines, on peut faire des branches avec de plusieurs ubiquitines de long. Donc, ça va créer des branchements complexes. Et selon l'endroit, donc c'est-à-dire c'est-à-dire l'acide aminé sur lequel la branche va être créée, on va avoir des structures qui peuvent être différentes. Donc, il y a 3 enzymes qui collaborent pour ajouter l'ubiquitine à une protéine. Donc, d'abord, on a l'enzyme E1, donc l'enzyme d'activation de l'ubiquitine, qui vient attacher un ATP, c'est ça, qui vient attacher un ATP à l'ubiquitine elle-même. Donc, c'est un peu le même principe que charger un acide aminé sur un ARN de transfert. Donc, on va attacher un ATP et ça va créer un lien de haute énergie et ça va permettre de transférer l'ubiquitine à un autre résidu. Et l'ubiquitine activée va être transférée par l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine. Et finalement, la troisième enzyme, la ligase de l'ubiquitine, E3, va permettre de faire le lien entre ce enzyme et le substrat. Donc, l'enzyme étant l'ubiquitine et le substrat, c'est la protéine qui est à ubicylée. Donc, l'enzyme E3, ça va sélectionner la protéine à ubiquitiner. Donc, il y a 50 types de ubiquitine ligases différentes. Donc, il y a plein de possibilités car elle va reconnaître plein de protéines. Donc, E3 permet de reconnaître le substrat. Et donc, on va ajouter une chaîne d'ubiquitine. Et selon le type de chaîne qu'on va ajouter, on va avoir des réactions différentes.
Donc, la réaction la mieux comprise, c'est que quand on ajoute 4 ubiquitine qui est liée via la lysine 48 de l'ubiquitine, la protéine à laquelle cette chaîne est liée devient un substrat pour le protéasome, donc qui va couper la molécule d'ubiquitine pour les libérer et les recycler, mais va aussi couper la protéine en petits peptides afin de la dégrader. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Avez-vous des questions, des suggestions ou n'importe quoi que vous aimeriez discuter? Oui, Monsef? Oui, j'avais une question, c'est pas pour le cours d'aujourd'hui, mais c'est plus sur le travail. Est-ce qu'on va recevoir le travail cette semaine? Oui, aujourd'hui on est jeudi, donc mon but c'est de vous fournir le travail avant la fin de semaine. Et aussi, il y aura une autre activité Pramapad, donc une activité de groupe à compléter. Je vous donnerai une semaine comme je vous ai tout le temps donné une semaine. Ok, parfait. Et est-ce que le travail sera individuel ou c'est en équipe? Euh, Individuel ou en équipe de 2, pas plus. Ok, parfait, merci. De rien. Donc, merci à tous ceux qui sont venus en synchrone.